The reason why I'm here is because this is my home state. I was born and raised in the state of Georgia, and I'm here as a Georgian. I'm also here as a member of Congress. We're going to be standing up against the weaponized government. We're launching an investigation into Fani Willis through the Judiciary Committee. My comment to Fani Willis is we're going to make sure that she loses her job. C'est très clair. Les républicains de la Georgie, comme cette représentante, Marjorie Taylor Greene, c'est une fidèle partisane de Donald Trump, les membres du Freedom Caucus, bien, ils promettent de tout faire pour destituer la procureure Fani Willis, puis ils ont quand même la majorité à la Chambre des représentants depuis les récentes élections de mi-mandat. Et aux États-Unis, le jeu politique est-il en train de miner l'indépendance du système judiciaire, de mettre à mal aussi l'économie, mais de porter une atteinte fatale à quelques-unes des institutions, d'accroître les inégalités les inégalités et polariser la société qui l'est déjà beaucoup. Bref, le jeu politique est-il en train de menacer la démocratie? Mon invité, un nouvel invité à l'émission que je vous présente, Vincent Ponce, professeur au Harvard Business School à Boston. Et bonsoir, M. Ponce, bienvenue à 24/60. Bonsoir. D'abord, Merci de m'avoir accueilli. je vais vous présenter à nos téléspectateurs. Vous avez reçu récemment le prix, soyez modeste, du meilleur jeune économiste en 2023 par le quotidien Le Monde et le Cercle des économistes. Vous signez régulièrement des papiers dans les quotidiens français. Je m'appelle Melissa Elisabeth Lucio. J'ai 48 ans. J'ai eu 14 enfants. Je suis dans le couloir de la mort depuis 11 ans. Coupable de la mort de sa fille? Elle avait des bleus de la tête aux pieds. C'était le pire cas de maltraitance d'enfants que j'avais jamais vu. Ou victime d'une erreur judiciaire? Il voulait que j'admette une chose que j'étais incapable de faire à mon enfant. Le Texas contre Melissa, au grand reportage, lundi et mardi, 20h. Ici RDI. Qui sera vraisemblablement le candidat du Parti républicain, qui d'abord a refusé de reconnaître sa défaite en 2020, qui aujourd'hui persiste à être candidat en dépit de plusieurs affaires judiciaires dans lesquelles il est empêtré, alors que la décence voudrait de laisser la justice faire son travail dans ce contexte, et puis qui en plus refuse de débattre contre les autres candidats dans la primaire républicaine, alors qu'il y a une vieille tradition aux États-Unis qui est qu'on débat pour se partager et pour établir la qualité des différents candidats. Oui, on va revenir sur les débats dans un instant. Vous avez signé une étude ou des papiers là-dessus, justement, avec un collègue. Mais justement, sur la joute politique autour du système judiciaire, la politisation, c'est évidemment le camp Trump et ses fidèles qui accusent les démocrates de politiser le système judiciaire, de s'en servir et de faire une chasse aux sorcières. Vous venez d'entendre Marjorie Taylor Greene, qui veut une enquête de la Chambre des représentants pour destituer la procureure. Réaction? Il me semble que là, c'est un effort d'une partie du Parti républicain pour allumer des contre-feux, pour essayer de contre-attaquer, puisque leur héros, leur champion, Donald Trump, est sous le coup de plusieurs affaires. C'est évidemment inquiétant quand la politique essaie de se mêler de justice. Je crois que c'est le signe, au-delà de ce qui se passe cette dernière semaine, c'est le signe d'une polarisation croissante aux États-Unis, à la fois au niveau des élites et des électeurs, entre les républicains et les démocrates, une polarisation que je trouve très inquiétante. C'est ça, c'est là-dessus que vous misez, enfin, pour décrire la situation, la menace inquiétante sur la démocratie aux États-Unis. Oui, vous avez des élites qui sont très polarisées et qui sont plus d'accord sur vraiment aucun sujet. Et c'est la même chose pour les électeurs. Ils sont en désaccord sur la fiscalité, ils sont en désaccord sur l'environnement. Et en plus du désaccord sur les politiques publiques qui sont adaptées pour le pays, vous avez aujourd'hui une polarisation affective, c'est-à-dire que dans les enquêtes, quand on demande par exemple aux électeurs républicains quels sont leurs sentiments à l'endroit des électeurs démocrates, c'est de plus en plus un sentiment haineux qu'on mesure et vice-versa lorsqu'on interroge les démocrates sur les républicains. Il me semble que c'est très préoccupant parce que dans ce contexte de polarisation très forte, eh bien, c'est difficile d'avoir un débat sur les grandes orientations de société, sur les grands choix à faire pour les années à venir. Parce que le président Biden, avec sa longue carrière, a toujours vanté ses talents de négociateur pour arriver à des consensus politiques. Et depuis que
Trump a été président et maintenant, ces consensus-là sont extrêmement difficiles, sinon impossibles. Est-ce qu'on n'a pas frôlé la catastrophe avec le fameux, parce que vous êtes économiste, le fameux plafond de la dette? Oui, alors le plafond de la dette, donc chaque année ou presque maintenant, les républicains et les démocrates doivent se mettre d'accord pour relever le plafond de la dette. Et à chaque fois, on joue à se faire peur. On se demande si un accord sera trouvé. Je pense que c'est l'un des exemples des conséquences de la polarisation. Un autre exemple, c'est les mouvements de balancier très forts qui ont eu lieu, par exemple, sur la question des politiques environnementales. Vous avez un président démocrate, Barack Obama, qui était l'un des principaux artisans de l'accord de Paris en 2015. Une des premières choses que Trump a fait quand il est arrivé au pouvoir en 2017, c'est de sortir les États-Unis de cet accord. Biden les a remis dans l'accord en mettant en place une politique très ambitieuse avec une loi dite de réduction sur l'inflation, mais qui est vraiment une loi de soutien aux énergies renouvelables l'été dernier. Et aujourd'hui, les républicains qui préparent par exemple leurs 6 premiers mois au pouvoir ont mis en place un projet qui s'appelle le projet 2025, qui comporte notamment un volet consistant à détricoter l'ensemble de la politique démocrate sur le plan environnemental. Donc on voit que si vous êtes une entreprise qui est touchée par ces politiques, eh bien, vous devez faire avec ces va-et-vient et avec un risque très fort sur les politiques futures en matière d'environnement. Bon, les États-Unis, c'est une société capitaliste, hein, c'est le leader aussi du monde économique. Quand on a appris récemment la baisse de la cote de crédit des États-Unis, plusieurs ont vu dans cette baisse de cote de crédit une grande méfiance à l'endroit de ce qui pourrait arriver aux États-Unis lors des prochaines élections. D'imaginer que ce serait le chaos, le brouhaha, l'instabilité avec, disons, un président comme Donald Trump qui ne respecte pas vraiment les règles du jeu et qui pourrait se rapprocher de Poutine, de la Chine, etc. Est-ce que je me trompe? Je crois que les agences de notation, désormais, lorsqu'elles notent la dette d'un pays, c'est-à-dire la capacité d'un pays à rembourser sa dette souveraine, elles tiennent compte de critères qui sont non seulement économiques, sur la taille de la dette, sur le taux de croissance ou le taux de chômage, mais aussi de critères qui sont des critères sociaux et politiques. Et aujourd'hui, l'instabilité politique et gouvernementale est un des sujets d'inquiétude principaux pour les agences de notation, mais aussi pour les dirigeants d'entreprise. Lorsqu'on leur demande quels sont les défis principaux auxquels leur entreprise est confrontée, c'est souvent cette instabilité politique qui remonte en haut, puisque le risque d'instabilité politique, c'est d'avoir des mouvements sociaux très importants, des mouvements de protestation qui ensuite peuvent affecter la capacité, par exemple, du gouvernement à mettre en œuvre des politiques publiques et à bien gérer la situation. Et devant toutes ces inculpations et un calendrier bien chargé, calendrier politique très chargé, calendrier judiciaire aussi très chargé, tout ça va s'entrechoquer. Est-ce que avez-vous confiance que Trump devra vraiment répondre à la justice et idéalement avant les prochaines élections, ou si les Américains n'auront pas le droit de savoir s'il est coupable ou innocent? Alors, moi, je ne suis pas expert du calendrier judiciaire américain, mais sachant qu'il fait face à de nombreux chefs d'accusation dans 4 affaires distinctes, on peut espérer que au moins certaines de ces affaires voient un procès avoir lieu avant l'élection. Moi, ce qui m'inquiète, c'est au-delà de cette question sur est-ce que Trump sera reconnu coupable et est-ce que ça aura lieu avant ou après l'élection, c'est le fait qu'on s'apprête à rejouer lors de la prochaine élection le match qui déjà a été joué en 2020 entre 2 candidats, Donald Trump et Joe Biden, qui auront 4 ans de plus, 78 ans pour l'un, 82 ans pour l'autre. Et évidemment, de nombreux électeurs américains sont un peu déçus de devoir refaire un choix similaire à celui qu'ils ont fait il y a 4 ans plus tôt. Ce que vous appelez la gérontocratie. Mais si Trump devait être élu, il finirait son mandat à l'âge que Biden a aujourd'hui. C'est étonnant. Les gens se disent, comment c'est possible dans un pays de plus de 300 millions d'habitants d'avoir ces 2 candidats? Vous avez une réponse à ça? Oui, je pense qu'il y a plusieurs explications possibles. D'abord, il y a le vieillissement. Il y a le fait que les électeurs les plus âgés votent davantage et ils peuvent avoir une préférence pour des candidats qui leur ressemblent. Et ensuite, le fait que les campagnes américaines coûtent très cher et que les grands donateurs sont aussi des donateurs principalement âgés et qu'ils ont une préférence pour soutenir des candidats du même âge qu'eux. Et puis, il y a aussi, au-delà simplement de l'âge de Donald Trump et de Joe Biden, c'est vraiment tout le personnel politique américain, les élus au Sénat, à la Chambre des représentants,
qui sont dans un processus de vieillissement, puisqu'ils sont confortablement installés sur des circonscriptions qui sont acquises à leur parti. Et donc, d'élection en élection, ils sont sur ce tapis roulant dont il est très difficile de les déloger, jusqu'à ce que c'est vraiment l'impossibilité physique qui les force à rendre les armes. Donc ça, c'est très inquiétant, parce que quand vous avez des enjeux comme, par exemple, décider du niveau de la dette, faire des choix sur l'environnement, c'est des choix qui sont des choix présents, mais qui vont affecter les générations futures. Et donc, évidemment, les jeunes électeurs souhaiteraient que ce soit des hommes politiques plus jeunes qui soient en charge de prendre ces décisions. Et non pas des lobbies. Vincent Ponce, économiste et associé à la Harvard Business School of Economics. Merci beaucoup. À bientôt. C'était un plaisir. C'était passionnant. On a encore beaucoup de questions pour vous. On se reprend bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.